Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. En décembre 1987, Isabelle Laville disparaît sur le chemin qui la ramène du lycée dans la banlieue d'Auxerre. C'est une jeune fille discrète de 17 ans. La famille remue ciel et terre, tout le monde se mobilise, jusqu'aux stars du club de foot dirigé par Guy Roux. L'enquête va vite s'arrêter avant d'être relancée par les arrestations successives d'Émile Louis et de Michel Fourniret, deux hommes qui se révèlent être des tueurs en série. Vous écoutez l'affaire Isabelle Laville, première partie. Le 10 juillet 2006, 20 ans plus tard, pratiquement au fond du puits, Alain Hamon, journaliste et auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire. les gendarmes et le puisatier privé disent « il y a quelque chose ». Ils trouvent des ossements, ils trouvent des fragments de vêtements et ils trouvent une paire de bottines. Je ne dirais pas que j'ai mes fantômes avec moi qui m'accompagnent, mais en revanche, il m'arrive encore aujourd'hui de faire des cauchemars et de me réveiller en pensant à tel moment de notre enquête, à telle horreur de l'histoire. ce département est un département, rural, Pierre-Jules Gay, ancien journaliste à Lyon Républicaine. pauvre, modeste, un peu verrouillé, un peu fermé, taiseux, profondément taiseux. Je ne parlerai pas d'omerta, mais c'est un peu l'ambiance générale. Mon mari, travaillant dans des grandes surfaces, a été muté là-bas, au printemps 86. Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle. Je n'étais pas à l'aise dans cette région. Une question d'atmosphère. C'était un vendredi. Et Isabelle était vraiment très régulière. Elle arrivait à 16h50, 55 au plus tard. Donc, quand à 17h, elle n'était pas là. J'ai attendu un petit peu, 5 minutes, et après j'ai fait le trajet jusqu'au collège pour voir si je la trouvais. Et là, il y avait quelqu'un, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tout le monde est sorti, tout ça. Alors, il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, écoutez, ma fille n'est pas rentrée. Il m'a demandé qui elle était. J'ai dit, Isabelle Laville. Il a dit, si, je l'ai vue sortir. J'ai refait le trajet 2, 3, 4 fois. Ensuite, j'ai appelé l'hôpital, j'ai appelé les amis qu'on avait sur place, enfin les relations et amis qu'on avait sur place. J'ai appelé aussi ma famille, j'ai dit si jamais Isabelle vient chez vous, mettez-moi au courant. Ça a été le choc pour tout le monde. Dès que j'ai entendu maman au téléphone, j'ai de suite compris. J'ai pensé à ma sœur. Sandra Laville, sœur d'Isabelle. À la seconde après. Mais je ne savais pas ce qui s'était passé tout, mais je l'ai ressenti. Bien sûr, j'ai appelé le commissariat qui m'a répondu que c'était une adolescente, elle faisait la fête avec ses amis. Notre ami que nous avions là-bas connaissait quelqu'un à la gendarmerie. Et donc, eux, ils ont commencé à chercher, mais non officiellement, puisqu'il faut attendre un certain temps avant de faire des recherches. On a laissé la lumière extérieure allumée toute la nuit, au cas où elle rentrerait. Elle n'est pas rentrée. On a reçu un appel de la famille qui s'inquiétait de ne pas voir rentrer cette jeune fille. Guy Drouot, ancien gendarme. Donc automatiquement, l'équipe s'est rendue sur place. Le lendemain matin, ils sont venus, ils ont posé des questions, ils ont fouillé la maison.
Donc on a effectué les premières recherches, sitôt qu'on avait tous les éléments, le signalement, l'habillement, qui ont été transmis par l'autre patrouille. Alors après, on a eu des éléments comme quoi elle portait un cartable ou un sac. Alors là, on a recherché si éventuellement dans les fourrés, partout en descendant, si éventuellement ce sac, on le retrouvait. Quand ils ont fouillé le petit bois, ils ont trouvé beaucoup d'affaires scolaires, etc. Donc chaque fois, ils me le montraient. Je dis non, c'est pas elle, non, c'est pas elle. Les premières choses à faire, c'est recueillir le maximum d'éléments, parce qu'il peut s'agir d'une fugue, il peut s'agir d'une histoire amoureuse, elle n'est pas rentrée à l'heure parce qu'elle était restée chez un copain, chez une copine, ou n'importe. Et puis, ça peut être une fugue, ça peut être n'importe quoi, là, à ce moment-là. Non, non, non. Mais pourquoi elle aurait fugué? J'allais fêter mon anniversaire, sa sœur allait arriver pour les vacances de Noël, elle n'avait aucune raison de fuguer. Je lui ai dit, mais vous ne connaissez pas ma fille? Vous savez, c'est gravé dans mon esprit, cette journée. J'ai dit, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne la connaissez pas. C'est une famille de gens bien. Monsieur Laville, il était directeur d'un petit hypermarché. Alain Bert, avocat de la famille Laville. Madame Laville élevait les enfants qui sont bien élevés, qui vont à l'école, qui se font pas remarquer. Une famille discrète. Et avec ma sœur, on parlait souvent tous les soirs. Quand elle allait pas bien, j'étais là, je la soutenais, je lui expliquais certaines choses qu'elle ne comprenait pas. Je jouais mon rôle de grande sœur et de psychologue en même temps. Elle n'était pas introvertie, mais presque. Elle était hypersensible. Par contre, en famille, elle était à l'aise. Elle adorait la musique, les chansons. On chantait souvent ensemble, le temps des cerises. Je peux pas... Je ne peux pas entendre cette chanson sans pleurer. Le temps des cerises et guerre au signal et mer le moqueur. Compte tenu de la personnalité d'Isabelle Laville, l'hypothèse de la fugue est vite écartée. C'est maintenant celle d'une mauvaise rencontre qui est privilégiée. Qui Isabelle a-t-elle pu croiser sur ce petit chemin qui longe la forêt? Pour la retrouver, toute la région se mobilise. Je l'amenais et je la cherchais à l'école. Et un des professeurs avait dit, il faut lui laisser un peu d'air, il faut lui laisser de l'indépendance. Donc je l'emmenais, mais je ne la cherchais pas, je ne la cherchais plus. Je me le suis assez reproché par après. On sentait vraiment que c'était pas le comportement habituel de la jeune fille de ne pas rentrer à l'heure, d'aller chez des copains sans prévenir ses parents et autres. Non, c'était pas du tout ça. Donc c'est pour ça que pratiquement dès le départ, c'était une affaire, pour nous, une affaire très sérieuse. Une adolescente disparue à Auxerre, cette collégienne Isabelle Laville. Isabelle Laville, 17 ans, que l'on n'a pas revue depuis le 12 décembre dernier. Le 12 décembre 1987, il y a une dépêche de l'AFP qui est tombée. Alain Hamon, journaliste et auteur de Bonjour, on vient pour l'affaire. Qui signalait qu'il y avait une jeune fille qui avait disparu. Et moi, il se trouve que je m'occupe beaucoup de faits divers à RTL. À cette époque-là. Nous, journalistes, on s'intéresse pendant ces jours-là à l'histoire parce que les recherches prennent une certaine ampleur quand même. Il y a des battues avec des gendarmes mobiles, il y a un hélico de mis en l'air pour voir, parce qu'il y a la forêt d'Hôte pas loin de l'endroit où ils habitaient. On a fait des fouilles, on a fait des ratissages derrière dans ces fameux bosquets, ces bois, ces jardins, ces autres. On a pris contact avec les quelques voisins qui sont limitrophes de ce trajet.
sans obtenir aucun renseignement. Je savais que si elle ne rentrait pas, c'était qu'elle ne pouvait pas. Mais en même temps, il y a l'espoir qui reste. L'espoir qu'elle va pouvoir rentrer parce qu'elle s'est enfuie, ou que quelqu'un l'avait retrouvée. On pense à un enlèvement, on pense à je sais pas moi, elle était prise en charge par quelqu'un, on ne sait pas. Les gens non seulement sont tristes, et puis une disparition d'enfants, ça laisse toujours penser que éventuellement ça sera peut-être pas la dernière, qu'il y en aura une prochaine, etc. Donc les parents de jeunes filles du même âge se posent des questions, etc., etc. Jeune fille de 16 ou 17 ans qui disparaît et qui ne réapparaît pas dans les jours qui suivent, c'est quand même assez inquiétant. Pierre-Jules Gay, ancien journaliste à Lyon Républicaine. On s'est fait la réflexion avec mon épouse que ça aurait pu arriver à une de nos filles. Il va y avoir une mobilisation populaire autour de la disparition d'Isabelle pour essayer de la retrouver, même au travers du club de football d'Auxerre, qui était dirigé à l'époque par M. Giroud, qui va s'investir personnellement. À Auxerre, tout le monde s'est mobilisé, et c'est le club de football bien connu qui en a été le moteur. Giroud est venu nous proposer de faire un reportage avec ces 3 footballeurs vedettes, parce qu'il dit les jeunes footballeurs, c'est quelqu'un de leur âge et ça les a touchés profondément. Les joueurs de la JOCR ont décidé de tenter une action pour retrouver Isabelle, disparue depuis plus d'1 mois. Si des personnes donnent des indices décisifs, ils seront tous récompensés par des chèques importants et le financement de cette somme sera donné par un match que nous jouerons ici. Il y a eu quelques pistes, mais comme d'habitude, il y a toujours des intéressants qui se présentent en ayant cru la voir ou cru voir ceci ou cela. Bien sûr, toutes les pistes sont vérifiées. Elles tombent à l'eau, quoi, à chaque fois. Elle a disparu le 11 décembre 1987. En janvier, c'était plié pour la justice. On a traité cette affaire, à l'époque, comme un vol de voiture. Classer l'affaire Laville à peu près 1 mois après sa disparition, alors qu'elle n'est toujours pas retrouvée, ça paraît un peu dingue. C'est une manière de dire, bon, ce dossier-là, on le range dans un tiroir. Écoutez, je vais vous dire franchement, je suis allée chez ma voisine et elle m'a ramassée, je suis tombée, je me suis évanouie. Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle. Je ne supportais pas ça. Je ne l'ai pas supporté. Parce que c'était la 2e fois que ma fille disparaissait, en fait. Pourquoi réellement on a refermé le dossier? Je ne sais même pas s'il y a une raison qui tient debout. Mon mari avait l'habitude de dire le chien d'un notable d'Auxerre aurait disparu, ils auraient tout mis en branle. Mais nous venions de l'extérieur, c'était une gamine normale, pas bourgeoise, donc ça ne les intéressait pas, tout simplement. Ah bah automatiquement, lorsqu'on ne trouve pas, on nous reproche, c'est tout à fait logique. Je ne pense pas qu'au niveau de l'enquête elle-même, non, parce que toutes les pistes ont été exploitées, tous les renseignements. On a confiance en la justice, on se dit, ils sont là pour nous aider, pour nous épauler. Sandra Laville, sœur d'Isabelle. Et en fin de compte, on se rend compte que si vous ne posez pas les bonnes questions, si vous n'allez pas voir, si vous ne mettez pas les points sur la table, ils font rien, personne ne fait rien autour de vous. Suite maintenant de l'affaire des disparus de Lyon, ces 7 jeunes filles dont on n'a pas retrouvé la trace entre 1977 et 1979. Le suspect numéro 1, Émile Louis, interpellé hier à Draguignan, a avoué une partie des faits. Il serait bien impliqué dans certaines disparitions. Il y a eu de nombreuses disparitions, notamment dans les années 70, qui sont les victimes d'Émile Louis. Il va y avoir une enquête sur toutes ces histoires de disparus non élucidés. Ça va démarrer avec toutes ces disparus de Lyon et le premier cas non élucidé
sur lequel ils enquêtent, c'est le cas Isabelle Laville. Isabelle avait disparu dans la région d'Auxerre. Alain Bert, avocat de la famille Laville. Tout le monde pensait que cette disparition pouvait être imputable à Émile Louis. À partir du moment où il y a d'autres disparus, il y a quelqu'un à un moment donné qui dit « Ah bah tiens, au fait, l'histoire Isabelle Laville qui dure depuis des temps et des temps et des temps, pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas partie de ce lot-là » Je n'y ai pas cru parce que Émile, lui, était un chauffeur qui s'occupait de jeunes filles handicapées. Ce qui n'était pas le cas d'Isabelle. Émile Louis, qui a avoué avoir tué les 7 disparus de Lyon il y a plus de 20 ans, a habité le Var entre 86 et son interpellation il y a 10 jours. Problème, à cette époque-là, Émile Louis n'est plus dans la région. Il n'y avait aucun élément matériel permettant de rattacher en termes de date, d'éléments matériels, de circonstances, la disparition d'Isabelle à Émile Louis. Derrière les disparus, expression qui concerne surtout les victimes d'Émile Louis, il y a toutes les autres disparus, retrouvés ou pas, dans Lyon. L'affaire Émile Louis, ça a mis la lumière sur l'affaire Isabelle Laville. En 2000, l'affaire piétine à nouveau. Mais l'enquête va rebondir de manière spectaculaire avec l'arrestation d'un homme en Belgique en juin 2003. L'affaire Laville, elle commence véritablement en 2003 en Belgique. Jeudi, ce forestier français expatrié est arrêté chez lui en Belgique, accusé d'avoir enlevé et tenté d'abuser d'une adolescente de 12 ans. Michel Fourniret est interpellé en Belgique le 26 juin 2003 et mis en prison, c'est-à-dire en détention provisoire et préventive. Je suis intervenu dans l'affaire Fourniret au titre de procureur général de la Cour d'appel de Reims. Yves Charpenel, ancien procureur général de Reims. Au moment où on arrête Michel Fourniret, on est pratiquement dans les 10 minutes alerté par les autorités belges qui nous disent « Tiens, voilà quelqu'un qui vient d'être arrêté après avoir raté un enlèvement de petite fille. Regardons de plus près. » L'agression a été commise en plein jour et par ruse. Ce mode opératoire alerte les enquêteurs belges. Il est détenu parce que les faits ressemblent à quelque chose de très grave, mais aucun élément, aucun aveu d'abord, aucun élément objectif permettant d'être sûr que c'était un enlèvement vraiment criminel et pas un comportement simplement inapproprié. On se retrouve avec l'hypothèse que quelqu'un d'extrêmement suspect quand même, mais qui ne parle pas, pourrait être mis en liberté. Les policiers de Dinan, en Belgique, qui s'occupent de Michel Fourniret, s'occupent aussi de sa femme. Alain Hamon, journaliste. Ils l'entendent une fois, 2 fois, 3 fois. Ils vont donc mettre en place une procédure qui était la sonorisation des lieux de rencontres familiales en prison. Et c'est en écoutant ce que se disent le couple Fourniret-Olivier qu'ils vont se dire qu'il y a quelque chose de particulièrement louche. Ils vont mettre une pression par des questions très précises et répétées à Monique Olivier. Ils l'ont convoqué chez eux pour lui poser des questions. Je crois qu'ils l'ont entendu 90 fois. Et là, c'est du travail de flic, mais alors, hors pair. « 2004, à force de mettre la pression à Monique Olivier, un jour, elle est entendue une énième fois par la police judiciaire de Dinan, et ce jour-là, elle dit « Bon, bah écoutez, j'ai des choses à vous dire, voilà. » Monique Olivier révèle une série de meurtres. Richard Desgenès, avocat de Monique Olivier.
sur une période de 87 à 90, on va dire. Elle donne des noms, quand elle les connaît, elle donne des lieux, des dates, et elle s'incrimine. Selon la RTBF, la radio publique belge, l'épouse du forestier français Michel Fourniret, inculpé en Belgique pour des enlèvements de mineurs, l'a accusé de 9 meurtres d'enfants et de jeunes filles en France et en Belgique. 2 jours après, le 30 juin 2004, Michel Fourniret se retrouve devant le commissaire belge Fagnard et son adjoint. Et avant même qu'il lui pose la moindre question, c'est Fourniret qui dit « C'est vrai, et je vais vous donner le détail de toutes ces histoires. Une certaine Intel, une certaine Intel, une certaine Intel, une certaine Isabelle Laville, dans Lyon. C'était la première. » J'ai appris, j'étais sur l'autoroute et j'ai eu un appel téléphonique d'un journaliste. Moi, j'étais absolument abasourdi. Alain Bert, avocat de la famille Laville. J'ai téléphoné immédiatement aux époux Laville en leur disant il y a peut-être des aveux en prenant les précautions d'usage. Ça a été le choc de notre vie de savoir que Marie-Jeanne Laville, mère d'Isabelle. Cet homme en Belgique, qui avait été arrêté pour une tentative d'enlèvement sur une jeune fille, avait avoué donc le meurtre d'Isabelle. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Lucie Lemétet. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.